Et ben c'est reparti, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous retrouvent. On est sur Periscope avec Campus by CanalSat. On est sur Periscope pour un stream de révision du bac philo. En fait, on va ensemble pendant les 3/4 d'heure qui viennent réviser le bac philo, cette fois-ci autour du thème du bonheur. Donc pour ceux qui ont suivi les streams précédents, vous connaissez le principe maintenant. Et pour ceux qui nous rejoignent ou qui vont arriver ou qui arrivent là, voilà, on révise tranquillou le bac philo avec une révision sur des concepts, sur des arguments, sur des auteurs. Merci Cristiano. Et on va en même temps donner des points méthodaux, on va donner des conseils de méthode, on va faire un petit jeu aussi pour simplement s'y remettre et réviser tranquillement. Alors, c'est assez simple. Vous avez posé des questions sur Twitter, #bacphilo, @canalsat, des questions qui vous permettent de participer à un jeu, qui vous permettent de partir, si vous êtes tiré au sort, de partir en week-end à Barcelone ou bien de gagner des appareils photo Polaroid ou des abonnements. Et vous allez, avec ces questions, me challenger puisque j'essaierai d'y répondre tout à l'heure. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions directement sur Periscope avec vos petits pouces sur votre smartphone. Vous pouvez tout simplement envoyer les questions. On y répondra tout à l'heure d'ici une dizaine de minutes. Alors dans cette session, dans ce stream de révision, comme pour les autres, on va commencer par réaliser le défi que vous m'avez lancé sur Twitter et qui va nous permettre d'entrer dans notre révision sur le thème du bonheur. Là, on va faire deux petits runs de révision, d'un côté avec Schopenhauer, de l'autre avec Bergson. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions, et puis on fera un petit jeu, et enfin, il y aura des trucs méthodos. Cette fois, ça sera des trucs méthodos sur l'explication de texte. Voilà, comment bien réussir son explication de texte. Donc, salut les amis, là, je vous retrouve là. Bonne dédicace aux fans philo qui sont là, et qui nous suivent depuis le début de la journée. Merci à vous. N'hésitez pas à rameuter du monde, parce que voilà, le but c'est d'exploser un peu les compteurs, de cœur, les compteurs de partage, de like. Donc, n'hésitez pas, qu'on soit nombreux pour partager les conseils et les trucs de révision. Voilà, ça y est, les fans philo sont là, donc on peut commencer. Alors, le défi qui était posé sur Twitter, le déphilo, c'était le Love for Cry Challenge. Vous aurez admiré au passage mon accent anglais qui est formidable. C'est donc, voilà, pleurer ou rire en direct, comme ça, voilà, sur Periscope. Alors, vous avez choisi de me faire pleurer, donc pour ça, je vais vous préparer, je sais pas, couper des oignons. On va voir ce que ça donne. Alors, pourquoi rire et pleurer? Pas simplement parce que rire et pleurer, j'essaie de pas me couper le doigt en même temps, ça serait un peu gênant. Rire et pleurer, en fait, c'est les symptômes assez... Oula, je vais vraiment me couper un doigt. Les symptômes assez évidents de la joie ou du malheur, de la tristesse. Quand on pleure, on est triste. Quand on est joyeux, on a les doigts qui vont puer l'oignon pendant tout le truc. On rit, on éclate de rire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de bonheur ou de malheur, il est assez difficile de mettre de côté nos émotions. Et puis de mettre aussi de côté ce qu'on imagine qui pourrait nous faire plaisir et ce qu'on imagine qui pourrait nous rendre tristes. Alors, je prépare des oignons, j'essaie de... je sais pas, c'est des oignons qui ont été... C'est des oignons transgéniques, non, Cristiano? C'est toi qui as acheté les oignons? Parce que ça... Voilà, en fait, je suis tellement heureux aussi d'être avec vous, là, en train de vous donner des conseils de bac philo que j'ai du mal à pleurer, quoi. Ça me réjouit tellement. Alors, bon, voilà, je continue à couper mes oignons. Et j'essaye de résister à l'envie de pleurer. Ça commence à picoter les yeux quand même. Voilà, un petit peu. Hey Thibaut, ouais. Tu trouves pas que tu triches avec tes lunettes? Alors moi, je veux bien enlever mes lunettes, mais... ouais, ok, j'enlève mes lunettes, mais si je me coupe un doigt, c'est de votre faute. Parce que... Ah ouais, non. Alors on y va, mais alors je ne vois strictement rien, c'est encore plus drôle. Alors si vous entendez aïe, au bout d'un moment, c'est que je me suis coupé un doigt, d'accord? Voilà. Et là, vous avez des raisons d'être... En même temps, ça met un peu de suspense, c'est rigolo. Voilà, donc je coupe, et voilà, j'essaye de... Aïe! Ah! Oh, c'est une blague. Super. Voilà, donc ça marche pas, vous avez eu peur, c'est bien. Bon, donc voilà, je pleure toujours pas, je vais pas continuer trop longtemps à couper mes oignons.
Ce qui nous introduit, voilà, à notre petite séquence de révision sur le bonheur. Alors, il y a eu pas mal de questions depuis qu'on a ouvert le hashtag Backphilo autour de cette question. C'est un thème qui est voilà, très souvent traité en fin d'année par les profs. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je le traite souvent en fin d'année parce que je me dis, voilà, une fois que vous aurez passé votre bac, vous aurez de quoi être heureux. Et je voudrais tout simplement vous proposer donc une petite révision avec deux auteurs. Deux auteurs qui ne sont pas du tout d'accord sur cette question du bonheur. Le premier, c'est Schopenhauer. C'est un philosophe allemand, voilà, comme son nom l'indique. Et Schopenhauer, il est, lui, partisan d'une philosophie qui s'appelle le pessimisme philosophique, qui tout simplement pense qu'il est rigoureusement impossible d'être heureux, qu'on ne peut pas vivre, exister, que le bonheur est incompatible avec la condition humaine. Et puis un peu plus tard, on parlera de Bergson. Alors, si vous arrivez ou si vous êtes dans le coin, eh bien, bienvenue, vous êtes sur Periscope avec Campus by CanalSat et on révise le bac. On fait un petit stream de révision du bac philo parce que c'est dans 6 jours maintenant et qu'il faut commencer voilà, à s'agiter un petit peu. On révise là sur le thème du bonheur et je voudrais prendre quelques minutes pour vous rappeler la position philosophique de Schopenhauer sur cette question. Pour Schopenhauer, le bonheur est strictement impossible. Pourquoi ? Parce qu'il est incompatible avec notre condition humaine. C'est la philosophie qu'il exprime dans un gros bouquin là, qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Alors heureusement qu'il y a des profs, parce que ça vous dispense de lire l'intégralité du bouquin. Et dans ce livre, Schopenhauer explique que, en fait, le malheur de notre condition vient de ce que nous sommes, des êtres de désir. Alors on a parlé du désir pendant le premier stream tout à l'heure à midi, premier stream de révision. Vous pourrez retrouver d'ailleurs ce stream demain sur campus.canalsat.fr. Tous les streams de révision seront regroupés sur cette page et donc vous pourrez les retrouver. Donc le problème pour Schopenhauer vient de ce que nous sommes, des êtres de désir. Quand on désire quelque chose, on souffre de l'absence de cette chose. Et donc, on est malheureux. Et en même temps, une fois qu'on possède cette chose, rapidement, on s'ennuie. Vous savez, c'est le drame du petit matin à Noël. Quand on était enfant, on a passé des mois à demander à Papa Noël un train électrique ou une PlayStation ou un iPhone. Et puis finalement, quand on a la PlayStation, le train électrique ou l'iPhone, voilà, on est content, on a ouvert. Et puis finalement, on est déçu, ou alors on s'ennuie, ou on se lasse. Et puis on passe à autre chose. Et l'année prochaine, pour Papa Noël, on demandera quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Voilà, on n'arrive pas en fait à se contenter des choses qu'on désire. Et du coup, c'est ce qui, pour Schopenhauer, rend le bonheur impossible. Alors, j'ai appelé mes copines là, de Desperate Housewives derrière. Pourquoi ? Parce que, en fait, Desperate Housewives, c'est exactement l'illustration de ce pessimisme philosophique. Apparemment, nos amis là, de Wisteria Lane, eh bien, elles ont tout pour être heureuses. Elles habitent des jolies maisons, elles n'ont pas trop de problèmes d'argent, il y a des jolies fleurs dans le jardin, et apparemment, on est au contraire dans le rêve de la classe moyenne américaine. Et pourtant, quand on regarde chaque épisode, on a l'impression qu'il leur arrive que des catastrophes, qu'elles n'arrivent jamais à se réjouir de leur position. Gabriel, il lui manque toujours une paire de chaussures. Suzanne, elle ne sait pas très bien quel va être l'homme de sa vie. Linette, elle ne sait pas si elle doit travailler ou s'occuper de ses enfants. Enfin bon, ça n'en finit pas. En fait, il faudrait qu'elle relise Schopenhauer, nos amis de Wisteria Lane, et notamment cette remarque de Schopenhauer. Cristiano, si tu peux la mettre à l'écran, là. Schopenhauer nous dit « La vie oscille comme un pendule de droite à gauche entre la souffrance et l'ennui. » La vie oscille comme un pendule de droite à gauche entre la souffrance et l'ennui. Alors c'est quoi cette oscillation ? Eh bien, c'est le rythme de notre existence. C'est ce qui fait que, voilà, on ne peut pas considérer que on puisse être heureux tout en étant un être humain. Pourquoi ? Parce que on est dans la souffrance quand on manque des choses qui nous désirent, et dans l'ennui quand enfin on les possède, on finit par se lasser, et le désir, lui, revient incessant, permanent, qui nous projette vers de nouveaux horizons qui se révèlent être des illusions. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux solutions. Soit on éteint son périscope, on va se coucher et on déprime. Soit on reste sur périscope et on continue de réviser le bac philo, on continue de lire Schopenhauer et on se rend compte en fait que Schopenhauer n'a pas abandonné
complètement toute espérance ou toute pensée du bonheur. En fait, la seule façon d'être heureux, nous dit Schopenhauer, c'est tout simplement de se libérer de l'illusion du bonheur. Donc en fait, la seule façon d'être heureux, meaning pour Schopenhauer, ne pas trop souffrir, hein, se libérer des illusions, eh bien c'est se libérer de cet espoir un peu fou d'être heureux. On ne sera peut-être pas hyper joyeux, on ne sera peut-être pas hyper réjoui, mais au moins on ne sera pas déçu, on ne tombera pas dans l'illusion de croire que c'était possible alors que ça ne l'est pas. Voilà. Du coup, quand on parle de pessimisme en philosophie, c'est pas juste, vous savez, les pessimistes de la vie courante, hein, ceux qui voient la vie du mauvais côté, par rapport aux optimistes, hein, qui verraient, eux, la vie toujours du bon côté. Le pessimisme philosophique, c'est cette pensée, hein, de la radicale incompatibilité entre l'existence, le désir et le bonheur. Et donc la seule solution, encore une fois, c'est tout simplement de se défaire de cette illusion du bonheur. Voilà, premier petit run de révision, donc n'hésitez pas à aller bouquiner un peu de Schopenhauer, ça vous donnera au moins les idées claires sur ce que c'est que le pessimisme philosophique et ça vous permettrait un peu d'enrichir vos dissertations. Bon, on n'est pas assez nombreux là, hein, je vois on est 43 sur ce stream, ceux qui suivent, n'hésitez pas à partager ce stream, partager les liens sur Twitter. Voilà, le bac c'est bientôt, donc n'hésitez pas, voilà. On vous envoie des cœurs, n'hésitez pas à partager et à venir réviser le bac avec nous. Alors, toutes les questions que vous posez, hein, gardez-les, envoyez-les. Cristiano là qui m'envoie des cœurs, lui il les garde et on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Donc, je voudrais vous proposer un deuxième petit run de révision autour de ce concept de bonheur. Cette fois-ci en allant du côté de Bergson et en s'interrogeant sur une chose toute simple, c'est qu'il y a dans notre vie un certain nombre d'événements qui, sans qu'on comprenne trop pourquoi, nous réjouissent, nous emplissent d'une joie qui dépasse simplement le plaisir ou la satisfaction du plaisir des sens. Bergson, lui, est attentif à ça. Et dans un petit bouquin qui s'appelle L'énergie spirituelle, chapitre 1, voilà, chapitre 1, l'énergie spirituelle pour la référence, il y a un passage assez intéressant sur la distinction entre le bonheur et le plaisir et la joie. Alors on va tout simplement reprendre cette distinction parce que ça vous permet, si vous voulez, de prendre un peu de recul sur cette question et de proposer une philosophie positive finalement du bonheur. Alors Bergson attire d'abord notre attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre bonheur et plaisir. Voilà. Même si, comment dire, ça fait plaisir de se faire plaisir, ne confondez pas bonheur et plaisir, nous dit Bergson. Le plaisir, c'est la simple satisfaction des sens. Le plaisir, c'est une satisfaction naturelle. Alors bien sûr, c'est pas à évacuer, mais c'est pas forcément à confondre avec ce qui relève du bonheur. Pourquoi ? Parce que donc, il y a quelque chose de plus dans le bonheur. Et ce quelque chose de plus, c'est ce que Bergson appelle la joie. La joie, en fait, elle permet tout simplement de se rendre compte que nos vies ne se réduisent pas à simplement la santé de notre corps, le plaisir de nos sens et le confort de notre installation. Voilà, c'est pas juste parce que je suis bien installé là sur ma chaise, que je suis hyper content d'être avec vous, que j'ai dîné tout à l'heure et que c'était bon, et que donc voilà, en un sens, je ne manque de rien, mon corps ne souffre pas, je suis dans un bon état d'âme, je suis content de savoir que vous êtes dans le coin. Eh bien voilà, ça, en un sens, c'est un ensemble de plaisirs, mais qui ne suffisent pas à me rendre heureux. En fait, je vais vous dire, ce qui me rend heureux, et vous allez comprendre pourquoi, eh ben, c'est d'être avec vous sur ce stream, dans Periscope avec Campus by CanalSat. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on révise le bac en stream, que le prof est en stream et qu'on révise le bac philo en stream. Et en fait, si c'est la première fois, ça veut dire en fait qu'on est en train là, de vivre un truc qui s'appelle une création, un événement créatif. C'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui existe maintenant. Et c'est précisément ce que Bergson désigne à travers la joie. Ce qui nous rend joyeux, c'est ce qui passe à l'existence du fait même de notre action, de notre dynamisme, de notre implication. Ce qui nous rend heureux, c'est quand on crée des choses. C'est par exemple quand la mère donne naissance à son enfant, quand l'entrepreneur lance son entreprise, quand l'artiste réussit une expo ou un projet, ou quand chacun de nous réussit ses projets. C'est-à-dire quand chacun de nous crée quelque chose qui n'existait pas.
Voilà, Bergson nous dit, alors je vais vous lire un petit bout, hein, juste voilà. Partout où il y a joie, il y a création. Partout où il y a joie, il y a création. Alors ça, je vous le donne comme ça, voilà, c'est cadeau, c'est gratos. Vous pouvez mettre ça dans votre disserte sur le bonheur. Vous pouvez le mettre aussi au-dessus de votre lit. Partout où il y a joie, il y a création. Ce qui rend heureux, c'est le fait d'enrichir l'existence de quelque chose qui vient de nous, qui vient de notre liberté, notre volonté, notre implication, notre engagement, notre dynamisme. Et ça, voilà, ça rend joyeux. Et vous serez d'accord avec moi sans doute pour dire que ouais, c'est Bergson, Clarisse, hein, c'est Bergson, c'est bien Bergson. L'énergie spirituelle, chapitre 1. Donc voilà, n'hésite pas, tu pourras retrouver la référence assez facilement. Partout où il y a création, il y a joie. Voilà, donc on a deux philosophies sur le bonheur qui sont assez différentes. Oui, alors le bonheur c'est tombé l'année dernière, Lauriane, mais ça peut quand même retomber ou bien en disserte, ou bien en texte, ou bien dans un sujet croisé avec plusieurs thèmes. Faire les pronostics sur les sujets de l'an passé par rapport, voilà, pour les sujets qui viennent, c'est toujours un peu risqué. On a donc deux philosophes avec deux positions assez opposées. D'un côté, le pessimisme de Schopenhauer, pour qui le bonheur est impossible, et de l'autre côté, on va dire l'enthousiasme joyeux de Bergson, qui s'attache tout simplement, c'est pas de la naïveté, mais qui s'attache tout simplement à repérer dans nos existences ce qui est susceptible de produire en nous de la joie. C'est plus que du plaisir, c'est de la création. Création de vie, création de complexité, de relations. Voilà, c'est toutes ces créations-là qui nous rendent heureux. Voilà, donc vous pourrez retrouver ces petits conseils de révision, ces petits runs de révision dès demain en vidéo, hein, donc sur campus.canalsat.fr. Et puis voilà, vous avez posé plein de questions, donc on y va. Voilà, c'est open bar, posez vos questions, et avec Cristiano qui est là à côté, qui récupère toutes vos questions, on essaye d'y répondre. C'est pas mal, on est 50 maintenant, mais j'aimerais bien qu'on soit 200, donc voilà. J'aimerais bien vous dire un truc, voilà, si on est 200, je fais ce que vous voulez. Voilà. Donc on y va. Si on est 200, j'y vais. Alors, Théo-Marie, ne serons-nous jamais satisfaits du bonheur? Comment dire? Et tu peux reposer ta question, Théo-Marie, parce que ne serons-nous jamais satisfaits du bonheur? Ça suffirait que ce qu'on a identifié comme étant notre bonheur, pourtant ne nous satisfait pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'aurait identifié comme étant notre bonheur si ça ne nous satisfait pas? Donc il faut peut-être repréciser un petit peu. Alors, on continue des petites questions en string. Ouais, ok, je veux bien me mettre en string si on est 200, mais il faut qu'on soit 200 avant la fin de ce stream. Thibaut, il y a une question. Ouais. En fait, dans le chat, il se demande s'il y a des gens qui prônent l'eudonisme. Le démonisme. Le démonisme. Le démonisme, il manque une syllabe. Ouais, le démonisme, en fait, c'est tout simplement une philosophie morale qui considère que le but de la vie, c'est la recherche du bonheur. Bien sûr, Aristote, par exemple, est un philosophe eudémoniste. C'est-à-dire, pour Aristote, si vous rebouquinez quelques chapitres de son bouquin L'éthique à Nicomaque, pour Aristote, le but de la vie, c'est la recherche de la vie bonne. Et avoir une vie bonne, c'est pas juste, s'enquiller des litres de champagne et bouffer du chocolat jusqu'à plus faim, et donc accumuler les plaisirs. Mais avoir une vie bonne, c'est avoir une vie vertueuse, c'est avoir une vie qui se rapproche du bien et qui donc va pouvoir nous contenter durablement. Parce qu'un peu plus loin, dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote il nous dit le bonheur c'est une activité de l'âme. C'est donc pas juste une activité du corps et une satisfaction des sens, mais c'est une activité de l'âme. En fait, ce qui me rend heureux, c'est ce qui rend mon âme active. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être durable. Non, c'est eudémonisme, ça commence, c'est E-U-D-E-M-O-N-I-S-M-E. Voilà, eudémonisme, c'est un mot grec un peu compliqué. Voilà, bravo Audrey, eudémonisme. Ouais, voilà, c'est ça, c'est eudémonisme. C'est pas le démonisme, le démonisme, ça fait avec les démons et tout, c'est un peu différent. Voilà. Alors, allez-y, n'hésitez pas, on est 52, hein, donc je serai toujours pas en string à la fin de ce stream. Ça pourrait faire presque une punchline. On y va. Dans le bonheur, on peut faire référence à Françoise Dolto. Oui, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses chez Françoise Dolto. Il faut encore une fois savoir ce que tu veux en dire, ce que tu veux en faire. Il faut choisir la citation ou la référence. N'hésitez pas. Cristiano, tu as d'autres questions? Il y avait des questions qui se sont posées au début. Est-ce que tu as noté autre chose? Ouais, carrément, il y a Théo qui a une question. Alors on y va avec la question de Théo. Donc le bonheur, est-ce une quête sans fin?
Alors, en fait, on tourne toujours un petit peu du même enjeu autour voilà, qui est le rapport en fait entre bonheur et désir. Là-dessus, là, je vous invite cette fois-ci à aller faire un petit tour du côté de Pascal. En fait, Pascal nous dit que l'illusion, c'est de croire que le bonheur est à venir, que le bonheur aura lieu demain. Et vous savez, on dit souvent ça, on dit souvent non mais je serai heureux quand j'aurai passé mon bac, je serai heureux quand j'aurai un boulot, quand je pourrai partir de chez moi, quand je pourrai avoir mon salaire, ça veut dire aussi que vous allez falloir payer vos impôts, hein. Mais voilà, je serai heureux quand il m'arrivera quelque chose. En fait, c'est une façon de remettre à demain son bonheur. Et donc, c'est une façon, en un sens, de l'inscrire dans une temporalité d'abord, dans un désir ensuite, qui rende effectivement sa satisfaction de façon un peu délicate. De ce point de vue-là, on peut peut-être aller chercher du côté de la sagesse antique, et notamment des épicuriens et d'Épicure, qui nous apprennent à nous réjouir ici et maintenant de ce qui nous arrive. Ça, c'est une grande leçon de la sagesse antique, c'est quelque chose qui est partagé aussi par les philosophes stoïciens, comme Épictète par exemple, ou Marc Aurèle, et qui nous apprennent à nous contenter, à nous réjouir de ce qui nous arrive. Et si vous y réfléchissez, c'est peut-être la meilleure façon d'être heureux finalement, de ne pas attendre de l'être demain, mais de commencer à vouloir l'être aujourd'hui. Je me demande s'il n'y a pas une pub pour une boisson pétillante en ce moment qui nous promet un bonheur comme ci, comme ça, aujourd'hui. Voilà, bon, à vous de voir. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà, il y en a qui suivent, c'est bien. Si on est 200 pompes, moi ça me va, ça me va. Aucun problème. Mais je ne ferai pas 200 pompes en string. Hein, je ferai juste 200 pompes. Il y a Samy qui a une question. Ouais, on y va. Alors Samy, en fait, dit que Onfray a dit au Petit Journal qu'il ne fallait pas citer des auteurs contemporains. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Alors non, je suis pas d'accord avec lui. En fait, le problème c'est si on cite Onfray dans sa copie, qu'est-ce que ça donne? Non, je suis pas d'accord avec lui parce que d'abord contemporain, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que ça veut dire juste qu'ils sont encore vivants ou pas? Non, je suis pas. Il y a des philosophes vivants sur lesquels moi je travaille, que je cite en cours. Par exemple, Gerald Levinson, qui est un philosophe américain spécialiste des questions autour de l'art. Qui est un philosophe hyper important. Non, auteur contemporain, ça me paraît difficile de jeter comme ça une sorte de diktat sur des auteurs. Non, ce qui est certain, c'est qu'il faut citer des auteurs dans vos copies, non pas parce que juste ça fait bien, mais parce que ça va être des appuis, des connaissances sur lesquelles vous allez appuyer votre réflexion. Et ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas se cacher, on est quand même dans un jeu un peu d'évaluation au bac, hein. Et si vous êtes capable de montrer à votre correcteur que vous pouvez aussi bien citer Platon que Michel Onfray, eh ben, ça veut dire que vous avez un peu bossé. Ça veut dire que vous avez étendu vos connaissances philosophiques. Donc, en fait, c'est plutôt malin de varier les citations. Mais en revanche, il ne faut peut-être pas se dire je vais citer que des auteurs morts, du genre un bon philosophe, c'est un philosophe mort, ou citer que des auteurs contemporains. Voilà. Allez, on y va. D'autres questions? Christiano, tu as d'autres questions qui ont été posées, ou sinon n'hésitez pas. Jean-Claude Van Damme, crédible? Ouais, il faut être aware. Hein. Non, Jean-Claude Van Damme, pas crédible, sauf à manier hyper bien le 3e degré et à expliquer à votre correcteur que vous avez bien compris que c'était pas un philosophe. Voilà. Thibaut, j'ai une question. Autre question. Quels sont les auteurs clés pour une dissertation sur le bonheur? Alors, là encore, c'est une question qu'on pose beaucoup, que vous avez posée plusieurs fois sur les différents thèmes. Moi, j'ai envie de vous répondre, il n'y a pas d'auteur clé, au sens où les auteurs clés, c'est les auteurs dont vous allez comprendre un peu les textes, qui vont vous parler, que vous allez maîtriser et bien manier le jour du bac. Moi, je vous ai parlé aujourd'hui de Schopenhauer et Bergson, parce que, en fait, moi, pour ma réflexion à moi, perso, c'est 2 auteurs qui m'alimentent, qui me font réfléchir, dont je comprends les textes et ça me parle. Donc j'ai envie de réfléchir avec eux. Je vais quand même pas, j'imagine, vous allez passer 4 heures à faire une disserte de philo, vous n'allez pas passer du temps avec des auteurs qui ne vous plaisent pas. Donc moi, le conseil que je donne, c'est toujours parmi tous les auteurs dont on vous parle en cours ou ceux qui sont dans votre manuel, les auteurs clés, ça va être les auteurs qui pour vous sont des clés. C'est-à-dire les auteurs qui vous parlent, les auteurs que vous comprenez. Et voilà, donc n'hésitez pas à les manier, à les convoquer dans vos copies. Après,
toute philosophie est une réflexion, une prise de position sur la question du bonheur, sur ce qui nous rend heureux, sur ce que c'est que la vie bonne. J'en parlais tout à l'heure avec Aristote, donc du coup, voilà, n'hésitez pas. Clarisse, on en a fait un tout à l'heure de ce philo, là, il est sur Twitter, tu peux le retrouver. Donc on va pas, tu vois, on va... Pose une question, demande-moi des trucs. Est-ce qu'on doit s'inquiéter si on a fini au bout d'une heure? Ouais, excuse-moi, mais cash, tu dois t'inquiéter si tu as fini au bout d'une heure. Je vais te dire que pour une raison simple, c'est que si à l'éducation nationale ils ont décidé de te mettre 4 heures, de payer des profs pour te surveiller pendant 4 heures, ça leur coûte très cher, c'est qu'ils ont pensé quand même que 4 heures c'était le temps qu'il fallait. En fait, ouais, si tu pars au bout d'une heure, c'est un peu mal barré, ou bien tu es un génie mais c'est rare, ou bien en fait ça veut dire que tu es passé à côté, que tu es allé trop vite ou que tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Après, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester les 4 heures jusqu'au bout. Ça veut dire que dans ces 4 heures, il faut vous donner le temps de vous craquer, quoi, de faire la plus belle disserte ou la plus belle explication de texte de votre année. Vous avez 4 heures où vous êtes tranquillou, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de Periscope, donc du coup, vous pouvez vous concentrer sur votre copie. Et du coup, il faut donner vraiment le meilleur de vous-même. À la limite, s'il y a un seul devoir qui doit être bon, qui doit vraiment tout casser, c'est celui-là, le jour du bac. Donc 1 heure, c'est trop court. Thibaut, ouais, autre question. Il y a Tanguy qui te demande si tu sais que tu es officiellement le prof le plus aimé de France. Alors, je vous envoie un gros cœur aussi, merci. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Mais moi aussi, je vous aime. Néanmoins, je vais redevenir sérieux 2 secondes. Voilà, quand on est dans cette relation là de prof et d'élève, hein, le problème c'est pas l'amour, c'est la pertinence de ce qu'on se dit et l'efficacité. Donc voilà, profitez-en. Si ça se passe bien, tant mieux. Mais voilà, écoutez bien tous ces conseils et surtout continuez de bosser, vous découragez pas. Vous avez quelques jours encore pour bien réussir votre épreuve de bac. Alors, on y va. Est-ce qu'on a d'autres questions? On est toujours... si je vous parle de moi, ça va être vachement moins intéressant, mais en tout cas, moi j'ai eu envie d'être prof parce que j'aimais bien faire de la philo, que ça m'a appris plein de trucs et que ça m'a ouvert un peu la tête, donc j'avais envie de continuer. Et en fait, quand on fait des études de philo, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Plutôt que d'enseigner, et puis enseigner c'est sympa, on fait la classe, on apprend plein de choses et on apprend aussi plein de choses des élèves avec qui on enseigne, donc c'est assez sympa. Alors Audrey, la différence entre joie et bonheur, tu as déjà posé cette question, donc cette fois-ci, hop, elle est pour toi. En fait, la différence entre joie et bonheur, si je retrouve ce que disait Bergson, il n'y a pas vraiment de différence entre joie et bonheur. Au sens où le symptôme du bonheur pour Bergson, c'est la joie. C'est-à-dire quand nous sommes joyeux, quand la joie nous envahit parce que, comme disait Bergson, il y a de la création, hein, partout il y a de la création, il y a de la joie, eh bien, vous pouvez citer il y a de la joie, Charles Trenet, hein, il y a de la joie, voilà. Eh bien, ça nous rend heureux. En fait, voilà, c'est une terme de symptôme. Voilà, ce qui rend heureux, c'est la joie, de la même façon que l'émotion, par exemple, peut être le symptôme du plaisir ou de la tristesse. Hein. Alors on n'est pas assez nombreux, il faut que vous partagiez ce stream, il faut que vous rameutiez vos amis. Vous pouvez partager le stream, vous faites glisser la vidéo et vous pouvez partager à vos contacts la vidéo. Et puis il y a un prochain run tout à l'heure aussi, un dernier run de révision, donc voilà, vous pouvez rameuter du monde pour ce prochain run. Ouais, Cristiano. Il y a Trendy Crystal qui a une question. Ouais, on y va. Donc doit-on tout faire pour atteindre le bonheur même au détriment des autres? Alors c'est une bonne question parce que tout à l'heure quand on a réfléchi sur la liberté, on s'est rendu compte que c'était compliqué d'être libre tout seul, qu'il fallait tenir compte de la liberté des autres. D'ailleurs on en parlera tout à l'heure dans le prochain run, enfin dans le prochain stream sur la politique. Et effectivement quand on réfléchit sur le bonheur, c'est compliqué aussi d'être heureux tout seul. Vous savez, il y a le proverbe qui dit voilà, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et puis même de façon existentielle, c'est un peu compliqué d'être hyper heureux, hyper joyeux quand les autres sont déprimés. Alors je ne veux pas tous vous déprimer, mais malheureusement, au début du mois de juillet, quand vous allez aller voir les résultats du bac sur les portes de votre lycée, il y en a qui vont exploser de joie, il y en a qui vont dire ouais ok très bien, de toute façon j'allais avoir le bac, donc voilà j'ai le bac. Ceux-là ils sont assez énervants, et puis il y a aussi ceux qui vont s'effondrer parce qu'ils n'auront pas eu le bac. Et à ce moment-là, c'est très difficile, si vous êtes avec votre meilleur ami et que lui l'a pas et que vous l'avez, ça va être très difficile d'avoir un bonheur pur, d'avoir un bonheur simple, non mélangé, parce que ce qui vous lie à votre ami fait que sa peine va vous affecter. Rousseau fait de très belles analyses de ça dans l'Émile, sur ce qu'il appelle la sympathie ou l'empathie.
En fait, on est lié aux autres par notre capacité à ressentir ce qu'ils ressentent, leurs émotions. C'est un truc assez mystérieux, mais c'est pas forcément mon émotion, mais le fait que mon ami la ressente, eh ben, ça m'affecte. Donc c'est une vraie question, en fait, voilà, c'est extrêmement difficile d'être heureux si les autres sont malheureux. Et de ce point de vue-là, j'aimerais juste vous donner un petit conseil qui est celui du philosophe Alain. En fait, sur cette question, Alain, il nous dit que le meilleur service à rendre à ceux qui sont malheureux quand nous, on a la chance de pouvoir l'être, eh bien, c'est d'afficher notre bonheur. Alors, pas de l'afficher de façon arrogante, mais d'en témoigner. D'en témoigner pour dire c'est possible, voilà, bouge-toi, motive-toi, ça peut aussi t'arriver. Alain dit le bonheur est beau à voir. Et la beauté de ce bonheur que l'on donne à voir à ceux qui nous entourent et qui ne sont peut-être pas aussi heureux que nous, eh ben, en fait, c'est le meilleur service à leur rendre. Alain dit un peu plus loin, j'ai le devoir d'être heureux pour les autres. Voilà, si moi j'ai la chance de pouvoir l'être, alors il faut que je le sois pour leur montrer que c'est possible. Voilà, n'hésitez pas, vous avez encore des questions, on a encore un peu de temps pour y répondre. Allez-y, Cristiano, je ne sais pas si on a des questions qui arrivent en plus. Alors, c'est une question. Ouais, on y va. Il y a Africa qui demande s'il y a vraiment un vrai bonheur. S'il y a vraiment un vrai bonheur. Alors, en fait, toutes les questions où il y a vrai, c'est toujours rigolo parce qu'on se demande ce que ça serait un faux. Voilà. Et après, quand on arrive à la vérité vraie, c'est vrai que du coup, ça pose un peu problème. En fait, ce qui est certain, c'est qu'il y a, comme le disait Schopenhauer, par exemple, un certain nombre d'illusions dont il faut se débarrasser à l'égard du bonheur. Ce qui, je pense, pourrait me rendre heureux, mais qui en fait ne l'est pas, ou ne va pas le faire, ou il y a une erreur de jugement. En revanche, le bonheur, c'est comme l'amour. C'est-à-dire, quand tu es heureux, quand tu es amoureux, en fait, la prise de conscience, elle est évidente, elle est indubitable. C'est au moment où je me rends compte que ça me rend heureux, je suis heureux et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il n'y a pas de question de vérité ou de fausseté du bonheur. À partir du moment où il est éprouvé en tant que tel et reconnu en tant que tel par ma conscience, il n'y a pas trop de, c'est pas de la mauvaise cam, c'est vraiment du bonheur. Les sujets de philo de mercredi, je ne le connais pas. Et en revanche, si je le connaissais, je vous le dirais, parce que je deviendrais super sympathique tout d'un coup. Alors, pourquoi choisir le texte? Pourquoi choisir la dissertation? C'est une bonne question, Louv Scope, là, avant que ça s'efface. On en a parlé dans le premier stream de révision que tu pourras retrouver demain sur campus.canalsat.fr en vidéo. En fait, pourquoi le choisir? Moi, je dirais que ça dépend de toi. Ça dépend de l'exercice avec lequel tu es le plus à l'aise et surtout l'exercice dont tu penses qu'il va te permettre d'exprimer le mieux ce que tu as appris en philo cette année, là où tu vas vraiment pouvoir plus montrer à ton correcteur tout ce que tu sais faire. Voilà, donc il faut choisir en fait celui qu'on peut faire et pas forcément celui qui nous attire ou qu'on trouve le plus funky ou plus sexy. Alors, est-ce que je peux répéter le fait qu'on est lié aux autres par notre capacité à ressentir la même chose? Oui, absolument, je peux le répéter. Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Rousseau. Rousseau explique que ce qui nous lie aux autres, c'est justement notre capacité à ressentir avec eux leurs émotions. Et même, il va plus loin, toujours donc dans l'Émile, il va plus loin parce qu'il nous dit même que notre sensibilité, donc cette capacité à sentir avec les autres, elle nous rend capable d'un truc extraordinaire, qui est de nous mettre à la place des autres. Et donc de reconnaître en chaque autre un semblable. C'est pour ça que c'est insupportable de voir quelqu'un, par exemple, se faire taper ou se faire torturer ou quoi. Parce que, en fait, immédiatement, comme je sais que c'est un être sensible, comme moi, eh bien, du coup, je peux immédiatement me mettre à sa place et sa douleur peut devenir la mienne. C'est ce que Rousseau appelle la pitié. Et pour Rousseau, la pitié, c'est le fondement émotif, sensible, ensuite, de notre exigence de justice. Voilà. Si en fait on veut que la justice soit faite, c'est parce que la souffrance des autres que nous pouvons ressentir, parce qu'on peut se mettre à leur place, nous est insupportable. Voilà. T'as pas eu de prof de l'année, pas de remplaçant. Que puis-je faire pour sauver ton année? Tu peux revoir tous les streams de révision qu'on propose avec Campus by CanalSat et qui seront demain en ligne. Tu peux les revoir parce que dedans, il y a des trucs pour bien réviser, il y a des trucs pour bien faire son dissert ou son explication de texte. Et puis sinon, en dernière urgence, il faut que tu prennes le manuel et que tu picores dedans les quelques textes qui vont te parler, que tu vas retenir et qui vont servir à alimenter ta réflexion le jour de l'épreuve. Est-ce qu'on doit poser une question en fin de dissert? C'est une question un peu méthodo, on va y revenir tout à l'heure dans les trucs méthodo, mais je peux te dire non, il ne faut pas poser de questions en fin de dissert. Vous savez, la fameuse ouverture de la conclusion. En philo, vous pouvez l'abandonner.
En philo, en fait, on a besoin de répondre à la question qui a été posée. Une bonne conclusion de disserte, c'est une conclusion qui répond à la question qui a été posée. Voilà, c'est tout. Vous venez de passer 4 heures à réfléchir sur la question. Le correcteur, lui, il vient de s'enquiller 20 minutes ou une demi-heure à essayer de vous déchiffrer avec votre écriture. Vous faites des cœurs à la place des points sur les i. Vous avez besoin donc de lui donner une réponse. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on est devenu à peu près 70-80. Il me manque encore un peu de monde pour que je fasse 200 pompes ou que je me mette en stream, je ne sais pas, mais c'est bien, ça augmente, vous partagez. Voilà, n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. Les fidèles sont toujours là. Spécial dédicace donc au hashtag FanPhilo qui est là depuis le début de la journée, qu'on espère retrouver encore pour le prochain stream de révision sur les coups de 23 heures, ouais, sur les coups de 23 heures. Cette fois-ci, on parlera de politique. Et je vous fais un petit spoil. Hein, on va même parler de politique et de Game of Thrones. Donc, si vous êtes fan, n'hésitez pas à être dans le coin. Voilà, FanPhilo jusqu'au bout, mais aussi il faudra penser à se coucher pas trop tard aussi après, hein, pour être en forme demain et bien réviser. Donc voilà, le Game of Thrones c'est tout à l'heure et la politique c'est tout à l'heure. Allez, je vous propose un petit jeu. Gardez vos questions que vous pouvez poser donc toujours sur Twitter, hashtag BackPhilo @canalsat ou bien en direct pendant les streams. Hein, Cristiano qui est là à côté récupère les questions. Alors, je vous propose un petit jeu, toujours autour du bonheur. Cette fois-ci, ça va être un petit jeu rigolo sur qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux. Donc, je vais vous faire des propositions, voilà, et puis vous allez choisir et vous allez me dire ce qui vous rend le plus heureux. Voilà, sachant que bon, c'est des propositions pièges. Alors on y va, c'est parti. Petit jeu de révision du bac philo sur le thème du bonheur. Première question. Alors, est-ce que tous ceux qui êtes là, la périscopien, est-ce que vous seriez plus heureux en étant richissime mais non voyant, ou alors en voyant correctement mais avec 3 € seulement sur votre compte en banque, hein? Qu'est-ce que vous préférez? Avoir plein de thunes mais non voyant, ou pauvre mais voyant? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, voyant avec 3 €, voyant correctement, 3 €, 3 $. On est plus heureux à 200. C'est vrai que là, vous n'avez pas beaucoup partagé. En voyant. Ok, donc globalement, en fait, voilà, vous préférez plutôt avoir les poches vides, mais être voyant, avoir des yeux qui vous permettent de voir la beauté du monde, quoi. C'est ce qui vous fait kiffer, vous, la beauté du monde. Voilà. Donc super, merci pour avoir joué sur cette première question. Deuxième question. Alors là, attention, c'est pour vous, hein. Ouais, être riche, c'est s'acheter des yeux. C'est pas mal. Bravo, Balek. Deuxième question. Tu serais plus heureux seul au monde avec une connexion Wi-Fi ou avec tes potes mais sans Internet? Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Vous êtes tout seul sur une île déserte et vous avez une connexion Internet, ou bien vous êtes avec vos amis mais sans connexion, sans les Twitter, les Facebook, les périscopes. Alors vous préférez quoi? Vos potes sans Internet? Les potes sans Internet? Ouais, les potes. Ouais, il n'y aura plus de séries, hein, il n'y aura plus de Twitter, il n'y aura plus de Snapchat, il n'y aura plus rien, quoi. Ouais, seul que mal accompagné, c'est pas faux. Ouais. Pour me voir en Wi-Fi, ça c'est sympa, merci. Cœur, c'est très sympa. Ouais, sans Internet, vous ne pouvez plus me voir, mais c'est pas grave, on s'enverra des bouteilles à la mer. Bon, alors c'est chaud avec les potes, ça dépend s'il y a des filles. Ouais, en fait, on peut imaginer que le groupe d'amis soit mixte, hein, un peu comme dans Friends, quoi. Voilà, et puis on fait plusieurs possibilités. En même temps, Snapchat sans amis, c'est vrai qu'il y a l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des potes sur Internet. Ouais, mais c'est moins bon aussi. Bon, moi, je pense que vous préférez quand même être avec vos potes. Donc, vous préférez plutôt être avec vos potes, mais sans connexion Internet. Voilà. Vous préférez en fait la vie réelle avec des filles. Pour Thomas. Ouais, et spéciale dédicace d'ailleurs à la victime de ce soir que Thomas a faite tout à l'heure pendant le dîner. Voilà, on racontera les coulisses un peu plus tard. Troisième situation, tu serais plus heureux en étant en vacances 11 mois par an avec que des gens qui ne parlent pas ta langue, ou en travaillant 11 mois par an dans un parc d'attractions?
Ouais, on a bossé sur les situations. Hein. Voilà, vous serez plus heureux en étant en vacances 11 mois par an avec des gens qui ne parlent pas la langue ou en travaillant 11 mois par an dans un parc d'attractions. Alors, qu'est-ce que vous... Là, je ne vais pas me déshabiller tout de suite, on n'est pas encore 200, donc voilà. La 2, Lauriane, elle préfère la 2, donc en fait, bosser 11 mois par an dans un parc d'attractions, donc bouffer des churros, des frites et des frestagala pendant 11 mois. La première, car on peut apprendre, c'est vrai, on peut apprendre la langue et du coup, c'est le plus simple. Waouh, c'est bien, là, vous lâchez. Avec des gens qui ne parlent pas ma langue pour apprendre la leur, c'est une bonne idée. Apprendre une nouvelle langue, c'est cool. En fait, vous êtes hyper sage, quoi, c'est bien. Vous êtes hyper sérieux, vous voulez apprendre à parler les langues étrangères, super. Donc en fait, vous préférez, voilà, aller apprendre une nouvelle langue avec des gens qui parlent des langues bizarres comme l'espagnol. Et ben, vous n'avez pas tort. Du coup, dernière question, est-ce que vous seriez plus heureux de pouvoir lire tous les messages privés de vos potes sur Facebook sans qu'ils le sachent? Ou bien est-ce que vous seriez plus heureux de connaître le sujet de philo de cette année? Ah, qu'est-ce que vous préférez? Tous les messages privés de vos potes sur Facebook ou le sujet de philo pour mercredi prochain? Moi, je ne parle pas espagnol, donc no comprendo, no entiendo, pour moi c'est pareil. Le sujet de philo, non, les deux, c'est pas possible, il faut choisir, tu vois, le libre arbitre, tu vois, le stream sur la liberté, le libre arbitre, tu choisis entre les deux, voilà. Dilemme, ouais, on va dire la philo, c'est bien, sujet de philo, voilà. Ouais, le côté commerce ressort. Tous les messages privés sur Facebook, hein, sans qu'ils le sachent en plus. Donc après, vous imaginez le pouvoir que vous avez sur eux, parce que vous savez exactement en fait ce qu'ils disent quand ils disent ce qu'ils disent. Vous voyez, parce que vous avez eu tout le background de leurs messages privés. Donc, ouais, le sujet. Bon, alors, si on est 200 à la fin du dernier stream, je vous donne le sujet qui tombe mercredi. Ok. Donc, n'hésitez pas à rester, à rameuter du monde. C'est un scoop, voilà, vous pouvez l'envoyer sur toutes les internets, hein, c'est bon. Moi, à 23h45, je vous balance le sujet qui tombera mercredi. On y va, on continue notre révision du bac philo. On est sur Periscope avec Campus by CanalSat et il est temps maintenant de faire un petit point de méthodo. Alors pour tous ceux qui nous suivent depuis le début de la journée, vous savez que quand c'est le point méthode, c'est le moment de l'alerte méthodo. Cristiano, alerte méthodo. Cristiano s'est endormi ou Cristiano est abreuvé de questions. Il répond à tous ses amis qui lui envoient plein de questions. Le klaxon est en panne. Ah, le klaxon est en panne. Est-ce que tu peux faire le klaxon avec ta bouche, Cristiano, s'il te plaît? Super. Merci, Cristiano. Donc, il va essayer de réparer le klaxon parce que c'est pas hyper convaincant. Mais voilà, ça, ce klaxon-là que vous avez entendu, Cristiano, klaxon. Cristiano, klaxon, avec ta bouche. Point. Voilà, ça veut dire qu'on est sur le petit point méthodo. Alors, cette fois-ci, on a beaucoup parlé de dissertation. Je voudrais vous parler un petit peu de l'explication de texte. Parce que vous avez le choix aussi entre donc, 2 dissertations ou une explication de texte. Donc, pour tous ceux qui vont choisir l'explication de texte, je vais vous donner 3 trucs, 3 conseils pour essayer de limiter la casse ou au contraire de faire exploser le compteur de votre réussite à cette épreuve. Alors, le premier truc que je vais vous donner pour réussir votre explication de texte, c'est vraiment le truc majeur, vous devez l'inscrire vraiment bien gravé à l'intérieur de votre tête. Ah, c'est bon, voilà, le klaxon. Donc il faut bien l'inscrire, c'est vous devez éviter la périphrase, la paraphrase. Ouf, je suis fatigué. Vous devez éviter la paraphrase. Alors vous savez, la paraphrase, c'est quand vous dites exactement la même chose que ce qu'il y a dans le texte, simplement vous avez juste enlevé les guillemets, et vous faites genre que c'est vous qui le dites ou que vous le pensez. Vous voyez, ça, c'est de la paraphrase. C'est quand vous dites exactement ce qu'il y a dans le texte sans vous annoncer, en fait, en essayant tout simplement de recopier ce qu'il y a dans le texte. Ça, c'est vraiment mortel dans l'explication de texte. Si vous faites ça, hop, vous êtes éliminé. Ça ne marche pas. Donc moi, je vous donne un truc. Pour éviter la paraphrase, je retombe sur mes pieds, vous devez faire de la périphrase. Voilà, on y va. C'est quoi la périphrase? La périphrase, c'est tout simplement le fait d'expliquer ce qu'il y a dans le texte, de dire les mots du texte avec d'autres mots. Ça consiste en fait à donner les définitions ou à expliciter des bouts de phrases en faisant une phrase qui va tourner autour. Un péri, ça veut dire voilà, comme le périphérique, hein, c'est-à-dire tourner autour.
Donc au lieu de faire des phrases qui vont aller qui vont aller contre ce qu'il y a dans le texte et qui vont le répéter, vous allez tourner autour. Vous allez me dire, on va tourner autour du pot. Oui, mais en tournant autour du pot, vous allez du coup nécessairement commencer à expliquer les arguments principaux, les thèmes du texte, etc. Donc mon premier conseil, c'est mettez-vous ça en tête, hein, périphrase contre paraphrase. Voilà, pour vous en sortir, faites de la périphrase et non pas de la paraphrase. Deuxième truc que je vous donne pour votre explication de texte, pour éviter justement de tomber dans la paraphrase et de vous faire allumer par le correcteur, ce que je vous propose, c'est de retenir deux petits trucs, c'est citer et expliquer. Ça va ensemble, hein, on les met ensemble. Donc en fait, plutôt que de vouloir recopier le texte en enlevant les guillemets, en faisant genre que c'est vous qui le dites, mettez les guillemets. Dites, voilà, à la ligne numéro 3, l'auteur dit que, deux points, ouvrez les guillemets, vous citez, et ensuite, point, et vous expliquez la citation. Voilà, il y a un truc simple, c'est pas de citation sans explication. Dès que vous citez le texte, vous êtes obligé, la phrase d'après, d'expliquer ce que vous venez de citer. En fait, on ne peut pas vous reprocher de citer le texte. En revanche, on pourra vous reprocher de ne pas expliquer ce que vous venez de tirer du texte, hein, comme illustration, comme phrase ou comme concept, et donc de ne pas l'expliquer. Donc retenez bien ça, il faut citer et expliquer pour éviter la paraphrase. Et enfin, un troisième truc pour vous aider à éviter la paraphrase, et c'est lié aux deux précédents en fait, pour introduire vos explications, moi je vais vous donner plein de petits mots qui vont vous aider à introduire vos explications. Dans la langue, il y a plein de mots qui sont hyper pratiques pour introduire des explications. Par exemple, vous pouvez utiliser des mots comme c'est-à-dire, c'est pourquoi, ça veut dire que, autrement dit. Tous ces mots, moi je les appelle des marqueurs ou des clignotants. En fait, c'est des clignotants pour vous, parce que vous, ça vous oblige à expliquer ce que vous venez d'écrire, ce que vous venez de citer. Et en même temps, c'est un clignotant pour le correcteur, parce que le correcteur, il sait que quand il va lire c'est-à-dire, c'est pourquoi, autrement dit, eh ben, il sait que ça va introduire une explication, et en fait, ça met en scène le fait que là, dans votre copie, vous êtes en train d'expliquer le texte. Donc c'est un peu jouer le jeu, quoi. C'est jouer le jeu de l'explication de texte que d'utiliser ces mots, ces marqueurs, ces clignotants, hein, voilà, pour vous aider à pas tomber dans la paraphrase. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre tous ces trucs, à les partager. On n'est toujours pas 200 à la fin de ce stream, donc ben, voilà, il faudra attendre le suivant pour savoir quel sera le sujet qui tombera mercredi prochain. Oui, question, Cristiano. Il y a des VRC qui demandent, vu qu'on met des citations dans l'explication, qu'est-ce qu'on met dans la conclusion? Alors, vu qu'on met des citations, hein, qu'est-ce qu'on met dans la conclusion? Alors, je ne suis pas certain de comprendre l'histoire des citations, mais en tout cas, dans la conclusion de l'explication de texte, ce qui est important, c'est de rappeler, de faire une synthèse, de rappeler les points essentiels de l'explication. Et pour ça, en fait, il faut commencer par récapituler la démarche que l'auteur a suivie dans son texte. Donc, il faut imaginer une conclusion en 2 paragraphes. Premier paragraphe de 4-5 lignes, 3-4 lignes, qui dit, voilà, dans ce texte, l'auteur essaye de répondre à cette question et il le fait en faisant ça et ça. Et puis, deuxième paragraphe, là encore 3-4 lignes, où vous allez sous-peser, vous allez apprécier ce que l'auteur a fait. Dire, voilà, en utilisant cet argument, eh bien, Descartes ou Rousseau résout correctement le problème du libre arbitre, ou au contraire, en utilisant tel argument, en fait, eh bien, il prête le flanc à la critique de tel auteur, si vous le connaissez, ou bien il ne règle pas le problème pourtant de la vie en société, par exemple. Voilà, boum. Et vous avez terminé votre conclusion d'explication de texte. Donc, un petit premier paragraphe, 3-4 lignes, où vous synthétisez la démarche du texte, et un deuxième paragraphe, 3-4 lignes aussi, où vous sous-pesez, vous appréciez de façon voilà, nuancée et argumentée ce que l'auteur a essayé de faire dans le texte. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce stream. On se retrouve dans à peu près 1 heure hein, pour le prochain et dernier stream de la journée, de cette journée de révision du bac philo. On est avec Campus by Canalsat qui toute la journée donc, vous a proposé ces streams de révision, avec sur Twitter aussi le hashtag bac philo @canalsat.
Alors posez vos questions, continuez à poser vos questions sur Twitter, parce qu'en posant vos questions sur Twitter, vous pouvez participer à un jeu avec un tirage au sort, et puis il y a des week-ends à Barcelone à gagner, des Polaroids, des abonnements. Et puis vous pouvez aussi voter sur Twitter pour le dernier défilo. Et alors c'est un dernier défi qui est un peu particulier, parce que en fait on s'est dit voilà qu'on allait vous proposer pour le dernier défi ou bien de vous venger définitivement de votre professeur de philosophie, ou bien au contraire de lui déclarer tout votre amour. Donc c'est le défi cœur ou cannelle. C'est-à-dire, ou bien je vais manger des cœurs, parce que vous allez me dire que vous m'aimez et que vous me déclarez à moi et à tous vos profs de philo votre amour, ou bien vous voulez vous venger de vos profs de philo, et je serai obligé de manger de la cannelle. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc rendez-vous sur Twitter pour le défilo, et puis posez vos questions, et puis sur Periscope tout à l'heure, d'ici 1 heure, pour le dernier stream de révision. On va parler politique et on va parler Game of Thrones, et si on est 200, promis, je vous donne le sujet qui tombe mercredi. Allez, ciao, et fan philo, à tout à l'heure, on se retrouve à 23 h.